Cette semaine, épisode 22 du H2H Academy Podcast, puis on adresse un sujet encore une fois très pertinent. On a 10, ça c'est 5 plus 5, 10 trucs pour toi cette semaine afin de t'aider à mieux closer tes deals. Donc vraiment pour convertir tes clients. Ça va être des trucs faciles, simples. Sors peut-être ton petit calepin si tu veux te noter une coupe de points. Je suis convaincu qu'en sortant de cet épisode-là, tu vas être en mesure d'appliquer ça directement puis de te permettre de vendre plus. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode peut-être avec une formule un peu différente. J'avais le goût de faire un top 10 de nos meilleures astuces, nos meilleurs trucs pour closer la vente. C'est un sujet qui est récurrent dans nos coachings avec des clients. C'est des besoins, je crois, que tout le monde a pour closer parce que il y a beaucoup de gens qui ont cette fameuse béquille-là de ne pas être capable de closer, qui sont bons pour tout faire leur processus, mais quand il arrive le temps de closer, des fois, il y a un petit peu plus de difficulté pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui? C'est simplement de ressortir, c'est quoi nos trucs et astuces pour ça? Puis de discuter de ça. Là, je dis top 10, peut-être qu'on va en avoir plus, peut-être qu'on va en avoir moins. J'en ai sorti une couple, du moins, qui était super intéressant, qu'on utilise fréquemment et qu'on enseigne dans différents contextes aussi. Fait que, on va y aller easy going comme ça. Là. Il va clairement sortir des petites anecdotes aussi, probablement, au travers le podcast. Définitivement. Je pense que dans les derniers podcasts, on a donné une qualité de contenu qui a vraiment dénoté un intérêt fort là, auprès de notre audience. Fait que, de continuer dans cet ordre d'idée-là, je pense que c'est intéressant. Puis, tu sais, bien qu'on en parle souvent, là, le closing, pour la plupart des gens, c'est 95% de la vente. Nous, on enseigne que c'est pas ça. En fait, ça se passe plus au début. Mais ça n'empêche que il faut quand même des fois jongler puis danser avec le client. Quand on est rendu à la fin d'une vente, on n'est pas capable d'avoir un oui ou on n'est pas capable d'avoir la signature du client. Donc, il faut passer par des objections, puis il faut être capable de les standardiser. Puis on va vous donner nos best practices aujourd'hui pour être capable de ramasser une vente quand des fois, on a soit échappé un truc en préqualification, on a soit échappé un truc en qualification ou le client nous sort un lapin. Hein? Ça, c'est toujours possible. Il y en a des clients qui nous sortent une petite menterie blanche là, qu'on n'avait pas vu venir par tout. Il faut que j'en parle avec Dieu. Là. Ça m'est déjà arrivé, ça, à l'époque, une objection comme ça. Faut que j'en parle avec Dieu. Je vais t'en revenir demain. Je l'avais pas mis en préqualif. Là, c'est pas dans tes questions, genre oui, est-ce que vous devez consulter le Seigneur avant de prendre une décision? Consultez-le avant, s'il vous plaît. C'est ça, puis là, tu peux pas dire est-ce que c'est Dieu, parce que là, tu pourrais peut-être créer un préjudice parce qu'il y a différents types de religions, etc. Fait que ça, c'était très, très drôle, c'est un bon exemple. Ah, bon point. Cool, écoute, on peut commencer easy going avec ça. Moi, je pense que le premier concept qui est important, on en parle souvent de ça, je pense, mais c'est bon de le rappeler pour commencer cet atelier-là sur le closing. Bien, il faut commencer par demander la vente. Okay? Ça, c'est comme la base dans tout ça. Il y a beaucoup de gens qui closent pas parce qu'ils n'osent pas closer. Hein? Ils ont comme un frein là, quand vient le temps de demander la vente. Ils vont dire OK, donc voici mon offre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Écoute, je vais prendre le temps de réfléchir à ça. Fait, c'est pas un closing, ça. C'est vraiment de mettre la table sur votre offre, votre produit, votre service, qu'est-ce que vous vendez, puis laisser là, le client aller justement réfléchir dans ses pensées ou peu importe. On ne lui demande pas la vente quand on fait ça, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de notre offre. Puis c'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment comprendre c'est quoi la différence ici. Ouais, puis j'ai vu pire, hein. J'ai déjà vu des gens dire bon, vous avez l'ensemble de l'information, je vous laisse réfléchir à tout ça, puis on s'en parle. Là, je suis comme barnouche, là, tu manques toutes les opportunités des clients qui étaient prêts à acheter. Puis il y a un des clients qui leur disait moi, c'est mon affaire, là. Je serais peut-être à le prendre. Là, fait que ça te donne une idée à quel point, s'il y avait juste demandé la vente, genre, j'aurais juste besoin de votre signature, puis on ouvre le dossier, ça serait réglé. T'sais. Donc, à quel point c'est important juste de demander la vente. Alors, un type de closing bien standard, on pourrait venir installer, on pourrait produire la job, j'ai juste besoin d'une signature, ou pour aller de l'avant, j'ai besoin d'un spécimen de chèque. Mais ça prend un closing, là, ça prend une phrase type qui se modélise à votre modèle d'affaires, à votre type de service, à votre type de produit. Mais ça vous prend quelque chose pour demander la vente.
C'est un no-brainer. C'est basic stuff. J'en parlais ce matin, justement. Je fais un bootcamp. En ce moment, on est le 27 avril. Je fais un bootcamp qui est gratuit, accessible à tous. C'est le deuxième qu'on fait. On va en faire d'autres cette année, sûrement, puis les années à venir. Puis, tu sais, je parlais de ça ce matin. Il y a un aspect que les gens ne voient pas, c'est qu'ils sont comme, ah, mais moi, j'aime pas ça, mettre de la pression. Mais c'est pas nécessairement de mettre de la pression, de closer. C'est de demander la vente au client. De dire, hey, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça fait du sens. Tu me sembles être prêt à acheter pour X, Y, Z raison. Il faut l'oser là, de le demander parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ouais, mais moi, je les close tout en suivi. Tu sais. Ben, probablement que tous ceux que tu closes en suivi, tu aurais été capable de toutes les closer on the spot. Puis probablement qu'à cause que tu laisses tout partir en suivi, tu en échappes une grosse portion de ces gens-là qui vont aller jaser avec leur beau-frère, qui vont parler à une autre personne qui va lui donner un avis contraire du tien, puis que là, whoop, finalement, c'est plus toi l'expert, c'est rendu mon oncle Serge là, qui connaît toute l'information nécessaire pour l'aider à prendre sa décision. Donc, on tombe souvent dans ce piège-là de dire ben, je veux respecter mon client. Puis c'est là aussi qu'il faut comprendre. C'est pas de mettre de la pression, de faire un closing, c'est d'aller comprendre les objections. Au final, c'est de poser les bonnes questions pour comprendre qu'est-ce qui l'empêche de prendre sa décision. Est-ce qu'il y a un blocage réel qui fait en sorte que ben, peut-être c'est pas un bon fit aujourd'hui, peut-être que ça marchera pas avec ce client-là pour X, Y raison. Puis là, on n'énumérera pas les mille et une possibilités d'objections logistiques qu'on peut travailler avant le closing. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est qu'on veut aller on veut que le chat sorte du sac. Il faut comprendre qu'est-ce qui l'empêche de prendre sa décision. C'est vous, les détenteurs d'informations. Exactement. Puis, tu sais, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, si vous ne demandez pas la vente, ça va être inutile. Parce que tout est orienté envers, il faut demander la vente pour obtenir une première objection. Puis c'est à partir de là qu'on danse le tango avec le client. Puis là, c'est une danse où est-ce que tu suis ton client. Puis l'objectif, c'est d'aller comprendre c'est quoi la vraie objection. OK? Parce que la plupart du temps, c'est une objection très de surface, une objection de peur. Si tu as bien fait ton travail préalablement, c'est une objection de peur, c'est une inquiétude, c'est une peur de passer à l'action, etc. Et puis ta job, c'est de remettre de la confiance là-dedans. Donc, tu sais, je pense que creuser pour comprendre la bonne objection, c'est le deuxième essentiel après avoir demandé la vente. Donc là, ici, le warning, le red flag, c'est t'es pas obligé d'avaler l'objection. Là. C'est genre, à la première objection, bon, ben, merci, Nicolas, je vais passer à ça. OK, good! On s'en reparle dans 3 semaines, dans 2 semaines, whatever. Fait que, ultimement, ici, c'est une autre étape. Puis je sais que pour certains d'entre vous, ça peut paraître confrontant de faire ça, mais avec le temps, vous allez devenir de plus en plus à l'aise de jongler avec ça. Alors, l'objectif ici, c'est de faire sortir la vraie objection. Ouais, c'est pas la première qu'elle sort. Pour continuer ce que tu disais, c'est pas la première objection qu'on a la vérité. Ça peut arriver parfois que des clients soient très transparents avec vous et qu'ils vous le disent, mais en réalité, c'est une protection que l'humain y a. Tout simplement, puis on est tous comme ça. Là. Même moi, là, j'ai tendance à faire ça. Même toi, là, quand on achète, peu importe, on a toujours tendance à dire ouais, écoute, hey, je te reviens, je suis pas sûr, je vais juste aller prendre le temps. Puis là, le vendeur, quand il achète le je te reviens, je vais prendre le temps, mais quand OK, ben c'est bon, prends ton temps. Ben moi, je m'en vais, j'ai d'autres choses à faire, j'ai un autre problème qui m'arrive entre-temps, plus grave que lui à régler. Puis finalement, ça va être dans 8 mois qu'on va se revoir. Mais tu aurais pu me régler ça on the spot. Si tu avais travaillé un petit peu plus fort. Sur quoi tu veux penser, Nick? Ben écoute, c'est une bonne question, mais là, en ce moment, je sais pas, je voudrais juste valider, puis OK, ouais, mais tu sais, ça fait du sens. Ouais, définitivement. OK, cool, qu'est-ce qui t'empêche d'abord de prendre ta décision? Ouais, t'as bien raison, si je sais pas qu'est-ce qui m'empêche. OK, cool, on va de l'avant si tu veux y aller. Ouais, mais là, je sais pas, je me demandais, tu sais, si tu... Ah, c'est une question de budget, finalement. Tu sais, en posant ces questions-là, les vraies objections vont ressortir. Parce que tant qu'on ne creuse pas, involontairement, le client, il nous bullshit. Involontairement. Parce que c'est pas volontaire de dire je vais bullshiter le vendeur. Ben non, c'est juste notre mécanisme de défense naturel qui se positionne comme ça. 100%. 100%. Tu sais, honnêtement, j'aime beaucoup faire les comparaisons avec le dating. Tu sais, je veux dire, si tu veux hook up avec une fille ou un gars, ça se peut qu'il y ait des objections de genre, je suis pas disponible en fin de semaine ou, tu sais, finalement, elle est peut-être juste pas intéressée. Puis des fois, juste d'essayer de faire, d'apporter une touche ludique puis de l'apporter, oups, tu vas obtenir ton rendez-vous. Mais c'est la même chose en vente. C'était malaisant au début d'essayer de trouver
vraiment c'est quoi l'objection. Puis une des idées que j'ai pour vous aider, c'est de l'apporter sous forme de jeu. Imaginez-vous là que tu fait dans une gamification ou un jeu, puis que votre objectif, c'est de découvrir c'est quoi le facteur qui fait qu'il ne prend pas le service avec vous. Donc, au lieu de le voir vraiment comme mon Dieu, il faut que je creuse, il faut que j'aille malaiser, il y en a qui fonctionnent beaucoup comme ça dans la gamification, d'essayer de vous donner des pointages, puis vous augmenter en expérience à mesure que vous découvrez c'est quoi le problème, puis vous réalisez votre mission quand vous obtenez la vraie objection. L'objectif ici, c'est de trouver différents actes psychologiques pour être en mesure de creuser, pour aller découvrir c'est quoi la vraie objection. Puis quand on la trouve, normalement, soit on le sait que c'est un non, ou on gagne la vente. Là. Puis ça laisse place à l'amélioration aussi. Ça laisse place à une bonne auto-évaluation parce qu'en allant chercher la vraie objection, on est capable de faire une rétroaction sur tout ce qui s'est passé pendant la vente, faire ah, si, je l'ai échappé à ce moment-là, j'aurais dû parler de ça plus tôt, j'aurais dû apporter ce point-là parce que là, il me ressort au visage rendu dans la vente. Donc, si on n'affronte pas les objections, si on n'essaie pas d'aller en chercher, on ne peut pas vraiment s'améliorer dans ce qu'on fait avant. Il n'y a pas place à l'amélioration si on ne sait pas où est-ce que ça l'a buggé concrètement dans le processus. Fait que pour toutes ces raisons-là, il faut le faire. Il n'y a pas de ça, c'est vraiment un gros point parce que tu as eu une objection, tu achètes ça, tu t'en retournes à la table à dessin, tu es comme, bon, j'ai reçu cette objection-là. Ben, tu peux pas vraiment évaluer une objection. Il faut que tu aies l'intuition profonde que c'est un oui ou que c'est un non pour être en mesure de vraiment être capable de t'auto-évaluer puis voir c'est quoi les pistes de correction que tu peux apporter. Là. Ça, là, c'est un solide tips. Puis souvent, quand on dit aux gens, ben, es-tu capable d'introspection? Ouais, mais j'ai eu une objection. T'es pas assez creux, t'es pas assez loin. Donc, définitivement, ce point-là est important. Maintenant, j'aimerais vous donner comme, honnêtement, je pense, mon meilleur tips pour closer. Puis évidemment, il va en avoir d'autres, mais pour moi, ça, c'est mon meilleur. C'est ce que j'appelle un genre d'entonnoir. Donc, je vais faire un recap de la rencontre, puis je vais ramener tous les points forts et la raison pour laquelle il achète pour lui faire rendre compte que c'est la bonne décision. Puis, très important ici, c'est utiliser lorsque j'ai une objection de peur. OK? Je sens que j'ai un client qui choke de passer à l'action. Fait que je vais faire un recap. 1, est-ce que tu as confiance en moi comme personne pour rendre le service, le produit XYZ? 2, est-ce que le prix fait du sens? Est-ce que ça correspond à ton budget? Lorsque j'ai bien fait mon analyse, je sais d'avance que toutes ces réponses-là, je vais avoir un oui, parenthèse. La troisième, est-ce que le produit ou le service que je te propose répond à la douleur XYZ que j'ai soulevée? Donc, à ton problème de vente, mettons que moi, je t'apporte une formation adéquate là-dedans. Est-ce que ça répond? Oui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous empêche de faire de la business ensemble aujourd'hui? Là, tu vas faire peur à tout le monde, ils ne voudront plus venir nous rencontrer, PL. Honnêtement, les gens que je rencontre quand je finis mes rencontres sont comme je vais apprendre à closer comme tu m'as closé. Je m'en cache pas. Je veux dire, moi, je close pas du monde pour les forcer à les former. Je close du monde parce qu'ils ont des difficultés puis ils ont des problèmes en prospection. Puis ultimement, à la fin, on a des résultats pour eux. Fait que ça, on va pas très peur. Ultimement, les gens ont besoin d'apprendre à closer. Tu sais, on rencontre des gens. Là, tu sais, ce matin, là, une de nos étudiantes a fait un bac en physiologie, une maîtrise en physiologie, devient rep pharmaceutique, mais aucun background en vente. Tabarnak, à tous les jours, elle fait des actions de vente, mais tout ce qu'elle a appris, c'est des pelules. Je veux dire, comment tu fais pour vendre? Tu sais, je veux dire, la montagne d'apprentissage à avoir est importante. Tu sais. Fait qu'ici, cette espèce de funnel down d'objection que j'amène le client à prendre la bonne décision puis de lui faire réaliser que c'est un service qui est authentique, qui répond à ses besoins puis que je suis la bonne personne pour qu'il prenne une décision éclairée. C'est celle-là, définitivement. J'apporterais quelque chose à ça, puis ça s'applique dans tous les trucs de vente qu'on mentionne ici, mais faut que tu aies vraiment confiance en toi, en ton service, puis au fait que tu peux aider le client pour faire ça. Quelqu'un qui se sent imposteur dans cette position-là, puis souvent les gens qui vendent quelque chose, je pourrais dire, en quoi ils n'ont même pas confiance, là, ou qui ne sont pas convaincus que ça apporte vraiment de la valeur, ce qu'ils vendent, ils ne seront pas capables de mettre ça en place parce qu'ils vont être démasqués. Faut que tu aies confiance en toi. Faut que tu aies confiance en ton service, en ta barouette pour te positionner comme ça. Mais c'est important que tu aies confiance en toi. C'est important que tu sois convaincu si tu vas être convaincant là-dedans parce que jamais tu vas être capable d'appliquer cette méthode-là
si tu es sur une patte puis t'es chambranlant comme ça ne marchera pas définitivement. Fait que, pour continuer PL, peut-être, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, que je mettais beaucoup en place dans le closing on the spot quand on vendait au porte-à-porte. C'était quelque chose d'assez commun. Fait que pour tous ceux et celles peut-être qui sont autant dans le B2B que dans le B2C, on l'utilise encore, ça fonctionne très, très bien. C'est la méthode des dragons, right? Vous avez déjà tous écouté la fameuse série Les Dragons, vous êtes tous entrepreneurs très autonomes. Vous avez déjà vu au moins un épisode de ça. À chaque fois que vient le temps de prendre la décision, quand il y a une offre qui est faite aux dragons, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Puis là, ils s'en vont en discuter pendant 4, 5, 6 minutes pour faire OK, ça, l'offre, c'est bon, OK, parfait, on peut parler de. Donc, il vient qu'à avoir une discussion qui est faite pour leur donner un peu d'espace puis prendre le temps de décider. Puis ça se fait souvent lorsqu'on a 2 personnes devant nous, que ce soit un couple, que ce soit des associés, des partners. La méthode des dragons laisse du temps à la personne on the spot. Mais c'est toi qui dois proposer cette méthode-là. Les gens ne feront pas comme attends 2 minutes, on va se retirer, on revient. Jamais vu ça, quelqu'un qui me l'a proposé. Jamais. Il faut que ça vienne de nous. Faut que nous, on dise, hey, écoute, je vois que vous avez de l'air comme de vous poser des questions, puis j'ai l'impression que vous voulez vous en parler. Regardez ce que je vais faire. Là, je le ferai pas ici pour couper le live, mais si t'es en vidéoconférence, tu peux simplement fermer ta caméra, dire, hey, écoute, je m'en vais faire de quoi 2 minutes, je ferme ma caméra, je vous laisse jaser, je reviens. PL, il va le faire. C'est bon. Fait que, t'as juste à faire ça, puis à laisser de l'espace. Puis quand tu es en présentiel chez des gens, parce que ça se fait très bien dans la maison des gens, moi, je dis, écoutez, je vous attends à la table si vous voulez aller vous en parler, peu importe. Il faut rester à la table, chose très importante, parce que j'ai déjà fait l'erreur de faire, je vais sortir dans mon char, je vais revenir en dedans. J'étais rendu à l'extérieur de la maison, c'était terminé à ce moment-là. Le fait de laisser l'espace aux gens, mais de le proposer. Regardez, prenez 5 minutes, allez en parler. Moi, je vais vous attendre. J'ai un téléphone à faire. J'ai des courriels à renvoyer. Je vais prendre mon temps, prenez le temps que vous voulez, puis on en reparle dans 5-10 minutes. Ça va? Et cette stratégie-là, qui est la méthode des dragons qu'on appelle, fonctionne à merveille pour justement laisser l'espace nécessaire aux gens qui ont besoin de discuter. Puis, pour vous expliquer de façon un peu plus psychologique la théorie des dragons ou la technique des dragons, c'est quoi la raison pour laquelle ça fonctionne autant? C'est que la première, c'est qu'on les amène dans un environnement ludique. Alors, on est rendu dans un espace où est-ce qu'on fait du closing, on pousse le client à prendre une décision. On est tous conscients, on pousse le client à prendre une décision. Dans une certaine mesure, il s'installe un climat où il y a de la tension entre le vendeur et le client. Alors, le jeu des dragons, pour moi, c'est d'apporter une touche humoristique, de les amener dans un espace ludique qui les fait rire. Ensuite de ça, est-ce que dans l'histoire de Shark Tank ou dans l'œil du dragon, vous avez déjà vu un investisseur ou un entrepreneur dire au dragon, pas réussi à prendre de décision, va falloir que j'aille dormir là-dessus, je vais vous revenir demain. C'est jamais arrivé, OK? Donc, psychologiquement, les clients savent, pas ils savent, mais inconsciemment, ils savent que dans le show, il faut qu'ils donnent une réponse. C'est ça le jeu. Il faut que tu me donnes une réponse. J'ai pas besoin de lui dire. Inconsciemment, il sait, il faut qu'il me donne une réponse. Alors, l'aspect psychologique, c'est qu'il va se commettre à dire un oui ou un non. Puis à partir de ce moment-là, vous avez une objection qui est plus réelle que vous pouvez travailler puis obtenir. Puis là, vous êtes plus enclin à dire, bon, maintenant, qu'est-ce que ça prend pour qu'on s'entende aujourd'hui? Plus facile d'arriver à cette étape-là. Okay? Fait qu'il y a un fondement qui est psychologique, il y a un state of mind que vous les apportez dans l'humour, dans le jeu, ça facilite, ça réduit la tension, puis les gens sont plus portés à se laisser aller dans cet exercice-là à ce moment-là. Je l'ai fait pour vrai, ce truc-là. Je ne peux pas le compter. Je dois avoir fait ça 100 fois, là, peut-être, je ne sais pas. Puis à toutes les fois, ça fonctionne pratiquement. Je pense que j'ai un taux de succès de 90%. Là. Avec ça, je dis toutes les fois, là, 9 sur 10, c'est une assez bonne moyenne. Là. Majorité des fois, ça fonctionne parce que les gens, sinon, l'autre option que tu as, si tu fais pas ça, c'est ah ben gars, on va s'en parler, on va te rappeler d'ici quelques temps. C'est ça ta deuxième option. Parce que c'est normal que 2 personnes veulent s'en parler. Si tu as 2 associés devant eux, c'est normal qu'ils veulent prendre un temps de décision. Un couple qui veut s'en parler, ben c'est normal. Fait que si on leur laisse pas cet espace-là, l'objection de il faut qu'on s'en parle est dure à contrevenir après. Donc, ça, tu viens la flyer cette objection-là et tu leur laisses le moment on the spot pour le faire. Ça, je trouve que c'est un très bon tip pour tout le monde ici aujourd'hui. Ouais, honnêtement, ça, c'est un fire tips, là, définitivement. Tout à l'heure, tu as dit que c'était important d'avoir confiance, de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Ouais. Puis, je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus.
dans le sens que n'importe qui ici, si vous achetez quelque chose de quelqu'un, vous vous attendez à ce que la personne soit compétente, qu'elle ait les prérequis pour vous donner le service ou le produit, puis que ça se passe bien. Fait qu'effectivement, que si vous portez pas votre produit, c'est normal qu'on vous fasse pas confiance. C'est normal que j'aie pas envie de te signer. Puis honnêtement, l'ironie de la chose, c'est que dans certaines de mes business, là, genre j'ai un de mes vendeurs, ça fait 10 ans qu'il travaille avec nous autres. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur vendeur de système d'alarme au Canada. Probablement un des meilleurs vendeurs. Il vend entre 13 et 17 contrats par semaine à l'heure actuelle. T'sais. Il y a à peu près personne. Il y a des compagnies qui ont de la misère à faire 3-4 contrats par semaine. Okay, seuls avec tout leur business. Fait que l'idée ici, c'est que, puis j'ai demandé, ouvre ton livre puis dis-moi, c'est comme, honnêtement, je dis aux clients, vous n'en aurez pas de meilleur représentant pour vous conseiller. Je suis un des meilleurs au Canada. Je connais tous les produits, je connais tout le background, je connais l'historique de l'industrie, je connais tous les mouvements de chacune des entreprises. Je vais être en mesure de vous dire le prix de chacune des entreprises. Honnêtement, c'est avec moi que vous voulez travailler. Là, les gens sont comme, OK, tu sais, je veux dire, il est tellement convaincu que tout le monde l'achète. Puis ils sont tous closing on the spot, c'est genre 95%. Ouais. Puis ça, il y a un facteur expérience là-dedans, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là, puis plus le temps a avancé, plus il était de même. Mais il y a le facteur d'apprentissage. Hein. C'est quelqu'un de très théorique qui est allé vraiment apprendre son produit puis s'assurer de le connaître sur le bout des doigts. Parce qu'en termes de vente, je sais très bien de qui tu parles, là, mais en termes de vente, tu sais, c'est pas le gars qui va flasher le plus puis qui est comme le plus extraverti, puis c'est pas lui que tu vas faire, hey, lui c'est un vendeur, pas du tout, là, tu le sauras même pas si tu le croises dans la rue. En fait, son métier d'origine, c'est même pas ça, puis pas du tout. Fait qu'il est vraiment à l'opposé en plus de ça. Mais le fait qu'il est convaincant, convaincu, qu'il connaît très bien ce dont il parle, ça lui donne une longueur d'avance démesurée quand même sur sa compétition. Mais ajoute ça à quelqu'un qui a les skills pour demander la vente, pour passer à l'action dans un processus. On a une formule merveilleuse là, ici. Exact. Fait que ça, je pense que c'est très important aussi. En même temps, je veux dire, quand on en parle comme ça, tout le monde est comme moi, mais c'est obvious d'avoir confiance. Je te pose la question, as-tu vraiment confiance quand tu pitches ton produit? Si la réponse, c'est peut-être, retourne à la table de dessin, il faut que tu retravailles ça parce que le client le ressent. C'est certain. C'est large quand même à avoir confiance, parce qu'il y en a qui sont comme, ben oui, j'ai confiance, mais ils ont de la difficulté à dire les bons mots au bon moment. Ils ont de la difficulté à répondre du tac au tac. Ils ont de la difficulté à avoir de la prestance quand ils sont dans leur rencontre. Mais ils ont confiance en eux, mais ils le dégagent pas, en tout cas. Il y a la différence de, ben oui, moi, j'ai confiance. OK, puis comment tu te sens à l'aise, mettons, de faire un pitch devant un client, toi? Genre, tu te sens-tu à 20 sur 10, à 10 sur 10, à 5 sur 10? Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme, ouais, c'est vrai que, tu sais, je maîtrise peut-être pas ça à 100%, mais je suis confiant. Pas assez. Il manque cette coche-là d'assurance que tu es en mesure d'apporter. La vente, c'est une question de confiance. Encore une fois, si tu es en mesure de gagner la confiance du client, évidemment que ça va être pas mal plus facile. Partant de la confiance, ça m'amène au prochain point. La majorité des vendeurs se butent à l'objection, je veux aller faire 3 soumissions. Je veux obtenir 3 devis. Évidemment, il y a plusieurs approches pour y répondre à cette objection-là. Celle qu'on préfère le plus, c'est good, on va magasiner ensemble. Je connais toute ma compétition. Si tu as confiance en moi, on va se sauver du temps. T'es un gars que, tu sais, je veux dire, travaille, ton salaire horaire vaut quelque chose, ton temps vaut quelque chose, t'as une famille. Regarde, on va raccourcir ça, on va regarder ensemble. Je vais te monter leur proposition, je vais t'expliquer ma faiblesse, leur force. Puis après ça, tu prendras la décision que tu veux, mais au moins, m'avoir fait un tour d'horizon. Tu me dis que tu avais confiance en moi, fait qu'on va le faire ensemble. Ça fait-tu du sens? Good. Yeah. On s'en va sur Internet ensemble. Voici mon compétiteur A, il fait ça, ça, ça. Notre différence avec lui, c'est ça, ça, ça. Là, le numéro 2, puis je fais le tour de piste, puis à la fin, je suis comme, puis qu'est-ce que t'en penses? Ah, merci. Je vais aller avec toi. Ça a du sens. C'est ça, exactement. T'as fait. Parce que ça, encore une fois, c'est un mécanisme de défense. On en parlait tantôt de la personne qui veut prendre le temps de se penser, mais la personne qui veut prendre le temps de magasiner. Il y a beaucoup de personnes dans la vie que pour eux, c'est impossible de prendre une décision s'ils n'ont pas eu 1, 2 ou 3 soumissions. C'est important pour eux de comparer. Mais le client, souvent, a tendance à ne pas comparer de la bonne façon. Il a tendance à comparer une pomme avec une poire. Puis ton rôle, c'est de s'assurer qu'il compare une pomme avec une pomme, puis qu'il comprenne vraiment ta valeur versus la valeur du client, pas du client, mais du compétiteur qui est devant toi. Fait que c'est même dangereux de laisser aller magasiner les gens seuls pour cette raison-là, parce qu'ils s'en vont voir le compétiteur, puis le compétiteur, il va regarder quoi? Il va regarder ton prix, puis il va trouver une façon de se faire moins cher
d'une façon ou d'une autre, juste pour aller le chercher par le prix, ce qui est une erreur toujours d'aller chercher un client par le prix parce qu'on sait qu'il sort aussi vite qu'il est rentré. Mais il va prendre le temps d'aller chercher c'est quoi l'affaire, puis il va baisser son service en baissant le prix. Mais finalement, le client, il avait besoin de quoi? Il avait besoin de service de plus que toi, tu offrais. Et là, tu viens de laisser un client avoir un moins bon service parce que tu n'as pas pris en main ton closing. Puis pire encore, il y a des vendeurs non éthiques qui sont requins puis qui font pas ce job-là pour les bonnes raisons, que s'il tombe dans les mains de quelqu'un qui a soumissionné ailleurs, c'est sûr qu'il va obtenir le prix que tu as fait. Il va y faire sortir de la bouche, c'est sûr et certain. Puis après ça, il va se positionner pour gagner. Ça, je voulais dire, c'est exactement ça. C'est le vendeur non éthique en voulant dire, il va pas répondre à son besoin nécessairement. Il va juste se positionner pour gagner coûte que coûte. Il se calisse un petit peu des besoins du client. Ce qu'il veut, c'est aller chercher le deal à la fin de la journée, that's it, that's all. Alors que nous, on fait ça pour les bonnes raisons, puis on est là pour aider du monde, puis pour répondre à des besoins, pour que le client, il rachète, puis qu'il en parle à son frère, sa soeur, sa famille, tout le monde. C'est ça notre but quand on vend, c'est de laisser une bonne impression au client. Mais le vendeur non éthique, lui, il s'en calisse. Fait que tu mets à risque ton client de se faire prendre au piège quand tu closes pas. Si tu sais que c'est toi la meilleure solution, prove it, man. Parce que peut très bien aller acheter n'importe quoi ailleurs. N'importe quoi, définitivement. Je l'ai entendu, un de nos clients d'ailleurs qui me disait ça l'autre fois dans les toitures, de sorte qui je parle, je ne veux pas nommer des noms. Il me disait, c'est fou la compétition en ce moment dans la construction, à quel point tout le monde baisse ses culottes, là, parce qu'il commence à manquer de job dans la construction. On est avril 2023. C'est une année qui va être plus difficile que les années passées pour les compagnies de construction. Puis là, il y en a poussé je ne sais pas combien pendant la COVID parce qu'il y avait tellement de demandes. Il me disait, c'est fou, la compétition baisse leur prix, genre de moitié prix de moi. Il dit, je comprends même pas comment ils font ça. Puis en creusant, il me dit, ils coupent les coins ronds, ils enlèvent ci, ils enlèvent ça. Ils font en sorte que le toit il est beaucoup plus à risque d'avoir de l'infiltration d'eau. Puis c'est un job vraiment moins sécuritaire. Mais moi, si tu me dis qu'il faut que je paye le double pour que mon toit soit sécuritaire puis que ma maison ne pourrisse pas, je vais payer le double. Puis n'importe qui de logique va payer le double pour que son toit soit bien sécurisé. Mais il y en a qui vont aller couper l'herbe sur le pied des autres puis couper d'un service. Tu sais, j'ai déjà vu ça même. Je connais pas nécessairement la toiture, mais j'ai un de mes chums qui est là-dedans puis il me disait il y a du monde qui ne met même pas de membrane entre les deux parce qu'ils veulent couper le prix au maximum. En voulant dire c'est important ta membrane pour pas que ça s'infiltre, etc. Je connais pas tous les termes, mais c'est là que les gens sont prêts à faire ça. C'est ça, puis je sais exactement de qui tu parles, tu sais. Puis quand que je l'ai rencontré, j'ai dit arrête de te battre avec eux autres. Crée une offre de service irrésistible, man. Puis explique aux clients, dans les 20 dernières années, là, les Québécois se sont fait fourrer, crosser, voler, usurper. Ils ont besoin d'avoir confiance, puis ils ont besoin d'avoir quelqu'un de compétent. Si je suis pour déplier 50 000 $ pour faire une toiture en élastomère ou 100 000 $, là, honnêtement, c'est pas 10 000 $ de moins qui va faire que je vais le prendre ou pas. C'est est-ce que tu vas la faire convenablement? C'est quoi ton background? Peux-tu voir des jobs? As-tu des expériences que je peux savoir? T'sais, c'est un classique là, dans le domaine de la construction. Là. Les gars, ils se trouvent une compagnie avec un poteau qui a une licence RBQ, font des jobs pendant un an, ils prennent ça en argent, à la fin de l'année, ils font faillite. Ils n'en ont aucune garantie. Honnêtement, les clients, là, ils en ont vu d'autres. Là, il y a plein de gens qui se sont fait crosser. Là. Comme un moment donné, là, tu offres un service de qualité, proposes un background, puis démontres ton expertise, puis les gens vont te payer pour ça. Que tu sois plus cher, c'est pas tant grave dans la construction, honnêtement. Là, ça devrait pas être le choix qui vient par le prix, ça devrait être la qualité. Surtout pour un type de clientèle. Ça, c'est un bon galop à 125 000 dans le trou de cul du monde. Tu peux comprendre. Mais si c'est une maison à 800 000 à Longueuil, elle va pas accepter la solution la moins chère. Là. C'est du monde qui sont quand même sensés. Là. On s'entend. Ouais, tu sais, ce qu'il me disait, puis ce qu'on a discuté dernièrement, c'est que c'est vraiment à cause de l'aspect économique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont plus faciles à convaincre d'aller vers le prix, tu sais, en voulant dire que si on peut sauver 10 000 en ce moment pendant que mon hypothèque me coûte 2 fois le prix que ça me coûtait un an et demi, le monde il essaie, tu sais, ils vont vraiment vendre par le prix, puis c'est pour ça que de vendre par le prix, c'est toujours la pire chose à faire. C'est pas une bonne solution business de vendre par le prix parce que clairement, tu n'as pas le choix de couper dans ta façon de travailler, dans ton service. Puis c'est très rare que le client va dire ben oui, moi, j'accepte d'avoir une job de merde pour moins cher. Logiquement parlant, il n'y a pas un client qui va le faire. Mais
tout le monde cherche quand même un prix. Tu sais, le réflexe du consommateur régulier, il est quand même, c'est moins cher. Ça flash, là, qui est comme 2, 3, 4, 5 000 moins cher. Fait que c'est pour ça que, qu'est-ce que tu as mentionné? Je trouve que c'est vraiment important que tout le monde le comprenne. Il faut que tu aies une offre qui offre beaucoup de valeur à ton client et que tu sois en mesure de le démontrer, cette valeur-là. Tu as parlé de plein d'exemples de comment faire pour le démontrer, mais c'est ça notre job en vente, c'est d'être capable de nous sortir justement comme une pomme parfaite versus une pomme pourrite. L'autre bord, le client, il essaye de vendre ça, une pomme pourrite complètement, c'est ça, là, 5 000 moins cher. Essaye de vendre quelque chose de pas bon pour gagner ta soumission par le prix. Ça fait pas de non, sens. mais dans ces optiques-là, moi, j'amènerais des exemples tellement flagrants que le client ferait comme moi, ça n'a pas d'allure. Genre, t'achèterais-tu un truck avec juste des breaks en avant? Genre, pas de breaks en arrière. De le faire moins cher, je vais enlever les breaks en arrière, pas de suspension en avant, gars, c'est pas trop rough où tu vis, on enlève la suspension en avant. Tu sais, asti, je veux dire, ultimement, là, en plus, dans la construction, ils sont régis par un décret. Les tarifs, c'est les mêmes pour tout le monde, à moins que tu le prennes en cash. Fait que, ultimement, quand t'es rendu des jobs à 100 000, là, ça se paye pas. Tu peux pas tirer 100 000 chez Desjardins et dire, on va payer mon entrepreneur en argent comptant, là, à moins que tu sois dans la mafia, c'est correct. Tu sais, la réalité, c'est qu'il y a une logique qu'il faut que tu expliques aux clients. Puis ça, c'est notre responsabilité de l'expliquer. Fait que, tu sais, puis c'est là que le processus de vente puis la présentation du produit ou du service, elle est capitale dans cet enjeu-là. En construction, les gars, toi, ils font une soumission sur une napkin, asti, où ils envoient un devis par courriel. Tu peux pas démontrer ton expertise en faisant ça, c'est impossible. Non, définitivement. Je pense que ça wrap up très bien ce point-là du magasinage qu'on a étiré longtemps, mais il y a beaucoup de monde qui sont confrontés à ça. Donc, je suis sûr que ça parle. Si d'ailleurs vous écoutez ça puis ça vous parle puis vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir écrire sur le groupe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en construction qui sont sur le groupe là, Accélération Vendeur Commission H2H Academy, les top closers. Fait que si vous avez ces dilemmes-là, ces challenges-là, n'hésitez pas à en parler. Vous n'êtes pas tout seul. Beaucoup de monde qui vivent ça dans la construction en ce moment. Il y a un point que je voulais apporter aussi pour le closing. Là. Je sais que le temps avance vite puis on a jasé pas mal. Mais il y a un autre point que je voulais parler qui est quand même assez, on peut le voir de façon fréquente. Tu sais, les gens qui oversell dans le closing, tu sais, qui poussent la note trop loin. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé de vous faire ça surtout, puis c'est là qu'on le sent le plus. Tu sais, quand on est déjà vendu, là, puis que la personne nous a dit tous les points qu'il faisait du sens pour nous, le prix est bon, tout ce qu'il nous dit. Mais là, la personne a continué à vendre, puis à essayer de se prouver. Ça démontre un petit peu un manque de confiance dans notre façon de vendre. Ça démontre un petit peu un manque de confiance des fois dans notre capacité d'aller chercher le oui au client. Puis on peut même brûler le client en faisant ça. Ce que je veux dire, c'est les gens qui étirent la sauce au maximum et qui continuent de faire « Oui, mais on est les meilleurs pour ça. Oui, puis on a ça. Oui. » OK. Et closer le client. Tu aurais dû le voir 3 étapes avant. Un bout. OK, go! Lis les signes, analyse le non-verbal de ton client, prends le temps d'être focus sur ton client et non focus sur justement ton script et tes points, puis dire OK, je veux parler de ça. Si tu veux faire un bon closing, focus sur ton client, les signes que quand il est closé, tu vas les voir drastiquement versus quand il n'est pas closé, que là, il faut les ressortir les signes, aller travailler les objections comme on en a parlé tantôt. Mais quand c'est closé, ça nous saute fort au visage normalement. Fait qu'il faut faire attention de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts dans ces situations-là. Exact. Maintenant, il y a aussi il y a des types de clients. On a déjà parlé, on a même créé des outils qui sont disponibles sur notre site web à cet égard-là. Il y a un type de client, tu pourras taper dessus tant que tu veux, ça signera pas, ou bien si ça signe, ça va charge back. Donc ici, il y a 2 types de clients qu'il faut être capable d'allumer si c'est ça qu'on a en avant de nous. Si oui, il faut être capable de leur laisser l'espace. OK? Mais là, c'est vraiment un couteau à double tranchant. OK? Je préfère que vous les closiez on the spot puis que vous essayiez de les ramasser, que vous vous mettez à laisser partir du monde à outrance. Là. Mais tu sais, prenons une analytique qui a pris 3 pages et demie de notes recto verso pendant ta présentation. C'est dit à la fin, parfait, j'ai assez de notes, je vais aller mûrir là-dessus, je vais aller réfléchir à tout ça. Tu peux essayer de tordre la vis si tu veux, là. Tu risques de le brûler plus que d'autres choses. Là, je parle d'un bleu foncé pur et dur, OK? Parce qu'il y a des bleus qui sont directifs, il y a des bleus qui sont expressifs aussi. Mais c'est important de bien saisir la personnalité qu'on a en avant de nous. Ensuite de ça, ça dépend de l'enjeu du deal, OK? Si c'est un deal qui représente plusieurs millions de dollars,
c'est possible que ça prenne plus de temps pour prendre une décision. Okay? L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des appels d'offres que c'est impossible à closer on the spot. Donc, il faut laisser un espace, il faut adapter un suivi à rapprocher pour faire des follow-up quick puis bien structurés. Mais la réalité, c'est que le closing on the spot n'est pas toujours la solution. Non. Mais il faut vraiment avoir une finesse particulière pour saisir avec quel type de client on s'adresse. Ouais, plus souvent qu'autrement, c'est la solution, mais dans certains cas particuliers. Puis, tu sais, c'est là que le cas à cas vient entrer en jeu, puis que c'est important d'analyser ton marché, d'analyser ton client cible, de connaître ton processus de vente, parce que selon c'est qui le client que tu vas chercher, peu importe si tu es au bidder B ou bidder C, ton processus de vente ne sera pas toujours le même. Plus ta valeur est élevée, plus le processus est complexe, le processus décisionnel peut être complexe, ben plus tu vas avoir besoin de rencontres. L'important, c'est d'en être conscient de c'est quoi les étapes que je dois faire pour closer, puis c'est quand que je dois demander la vente. Si tu la demandes une rencontre trop tôt dans un processus justement qui doit durer 4 ou 5 rencontres, tu vas te brûler à faire ça, puis peut-être qu'ils vont pas aimer ça, ils vont dire, ben vraiment, c'est impossible qu'on prenne une décision, ça fait pas de sens. Donc, de bien connaître son marché, de bien connaître le processus, le cycle de vente qui doit être appliqué dans ton marché à toi, ça commence par là. Fait que si vous êtes incertain de ça, puis vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de tips pour venir clarifier c'est quoi votre processus, c'est quoi votre cycle de vente, vous pouvez toujours venir nous écrire. On prend des consultations, des rencontres qui sont gratuites avec vous pour analyser justement ce qu'on peut vous aider, est-ce qu'il y a des points qu'on peut travailler. Ça va nous faire plaisir de regarder. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. La meilleure façon, sur Facebook, sur Instagram aussi, h2h.academy sur Instagram, vous pouvez venir nous écrire, ça on a accès facilement. Sinon, ben, par courriel, vous pouvez le faire aussi sur le site web h2hacademy.ca. Vous avez nos informations comme ça. Mais par Facebook, c'est vraiment la façon la plus simple, normale. Je pense que ça fait pas mal le tour, ultimement. Si vous arrivez à l'étape des objections puis que vous appliquez 90% de ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous allez voir une augmentation significative du nombre de oui puis du nombre de clients qui va se répercuter dans votre business, c'est certain. Là. 100%. Merci, PL. All right, merci. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Si tu as aimé ces 10 trucs qu'on vient de te présenter sur le closing, je t'invite à les partager à quelqu'un d'autre, un ami, un collègue, un autre entrepreneur que tu connais qui pourrait bénéficier de ces trucs-là sur la vente. Je t'invite aussi à venir nous suivre, que ce soit sur podcast, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle tu es. Il y a juste t'abonner, nous faire un petit follow, nous laisser un 5 étoiles si tu aimes le contenu que tu écoutes. À l'heure actuelle, ça fait toute la différence pour nous. Sur ce, je te remercie. On se voit dans le prochain épisode.